Bonjour à tous. Nous espérons avec Barbara que vous soyez présents et que vous nous attendez bien. Si c'est le cas, merci de nous signaler. Comme ça, nous pourrons envisager de régler peut-être le problème. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Pour l'instant, nous sommes à 25 personnes participantes. Nous vous proposons d'attendre quelques minutes et quelques secondes complémentaires afin que chacun puisse se connecter et nous rejoindre. Et puis après, nous démarrerons la présentation. Comme vous le savez peut-être, quelques slides notamment de présentation du sommet virtuel du climat. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Rebonjour à tous. On espérait que ça ne nous arrive pas et ça a été le cas. Malheureusement, j'espère que vous nous entendez. Est-ce que je peux vous demander une dernière confirmation? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Apparemment, certains d'entre vous ont eu un souci également. Ok, bon, apparemment, ça fonctionne. Du coup, je vous propose de commencer. D'abord, me présenter. Donc, Capucine Leclerc, je suis responsable du pôle climat au syndicat mixte du SCOT du Grand Douaisis. Et Barbara Nicoloso, je suis chargée de mission de l'association Virage Énergie. Et donc, bienvenue sur ce webinaire intitulé La sobriété, un défi à partager pour un Grand Douaisis en transition. Donc, on va commencer par quelques slides très rapides sur le sommet virtuel du climat. Donc, c'est un événement 100% en ligne où, au cours des derniers jours et des jours à venir, vous pouvez assister ou revoir 31 webconférences. Il y a également un salon virtuel qui se tiendra le dernier jour de l'événement. Et où vous pourrez, tout au long du sommet, rencontrer plus d'une centaine d'experts sur les questions climatiques et avoir leur retour d'expérience. Donc, c'est un événement qui a été initié et coordonné par l'APCC, coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone, la Fédération Sinov et le CEREMA. Voilà, donc là s'affiche à l'écran l'ensemble des sponsors et partenaires de l'événement qui ont permis de rendre le sommet virtuel du climat possible. Donc la conférence, elle sera disponible en replay sur le site du sommet virtuel du climat juste après sa diffusion. Donc là, on est en train d'enregistrer. Donc vous pouvez retrouver en replay le webinaire juste après sa diffusion en direct. Et vous pouvez également télécharger la présentation directement. Vous pouvez retrouver la présentation directement sur votre espace après le webinaire. Il risque peut-être d'y avoir des petits problèmes techniques. On est en même temps avec le prestataire qui s'occupe de la diffusion du webinaire. Donc, si vous nous voyez avoir des petits moments d'hésitation, ce sera sans doute dû à des problèmes techniques. Voilà, merci. Alors, juste si vous avez des questions, néanmoins, n'hésitez pas à les partager sur le chat. Barbara et moi, au fil de la présentation, on les notera, on les capitalisera, on les regroupera et on se propose aujourd'hui de présenter nos actions collectives sur le Grand Douaisis et puis après de répondre dans une seconde partie à toutes vos questions et ce de manière très sincère. Voilà. Donc, quelques slides de contexte quand même pour situer le Grand Douaisis. Donc, on est situé dans les Hauts-de-France, au sud de l'île. On est un territoire de SCOT qui rassemble 56 communes, 2 intercommunalités, une communauté d'agglomération et une communauté de communes. 225 000 habitants sur un territoire assez petit de 38 000 hectares et donc une densité forte de ce fait de population et donc des nombreux enjeux à conjuguer et à travailler pour faire un véritable projet de territoire, notamment des questions liées à la fois à notre histoire, à notre précarité, et quand même des questions de précarité, et des questions d'enjeux environnementaux et surtout d'enjeux énergétiques et climatiques qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui. Alors, on porte au niveau du SCOT du Grand Douaisis 2 démarches, 2 projets de territoire. On a en effet le premier SCOT
le premier syndicat mixte de SCOT en France à avoir adossé une démarche climat à son plan, à son SCOT, et ce depuis 2009. Donc depuis 10 ans, on travaille sur les questions d'énergie-climat de manière très liée. Cette imbrication, elle est peut-être certes originale, nous, elle nous conforte dans nos politiques, puisqu'en effet, ça permet de favoriser la cohérence, la transversalité entre tous les sujets, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'aménagement, on parle d'énergie, et dès qu'on parle par exemple d'énergie ou de climat, on parle d'aménagement. Ça permet donc d'avoir une vision à court terme, mais surtout à long terme, d'un aménagement du territoire qui répond aux différents enjeux qui doivent faire face, notamment des questions de changement climatique, mais également de raréfaction des ressources, hausse du prix de l'énergie, mais également des matières premières. Et nous, au niveau de ce SCOT, on a plusieurs rôles. On a un rôle d'initiateur. On initie des projets avec les partenaires et surtout avec les élus. On facilite la mise en œuvre des projets, des actions qui concourent à un aménagement qui soit plus durable. Et on a un rôle d'expertise, c'est-à-dire que chacun au niveau du SCOT du Grand Ouest, chacun des agents porte une expertise sur un sujet dédié. On a aujourd'hui une ambition commune qui est coportée sur ces deux documents que sont le SCOT et le plan climat, c'est faire du Douaisis un territoire d'excellence environnementale et énergétique, puisqu'au fur de nos mesures de nos travaux et de l'histoire qui s'est passée, on s'est rendu compte qu'on avait des petites pépites qu'il fallait le valoriser, on avait un potentiel pour travailler sur ces questions d'enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux, et donc on essaye de les révéler, les traduire concrètement à la fois dans le SCOT mais également dans le PSAET. Donc, on parle de mobilité décarbonée, de sobriété, comme on peut parler d'adaptation à la fois dans ces deux documents. Donc, Virage Énergie, nous, on est une association qui a été créée en 2006 à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, et on a pour objet de réaliser des scénarios de prospective énergétique et sociétale, ainsi que des outils de sensibilisation aux enjeux énergétiques et climatiques. Donc on a réalisé 4 scénarios de prospective énergétique et sociétale à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais et à l'échelle des Hauts-de-France. Donc l'objectif, c'est de vraiment voir comment, en ayant des changements de comportement individuels et collectifs liés à la question de la sobriété énergétique, on peut réussir à atteindre les objectifs climatiques sur le territoire régional du Nord-Pas-de-Calais, maintenant des Hauts-de-France. On est une association qui accompagne également les territoires dans l'élaboration de leur stratégie de sobriété énergétique, partant du constat que la sobriété est une thématique qui est malheureusement le parent pauvre de la transition énergétique. On viendra un petit peu plus tard sur les différentes dimensions de la transition énergétique, mais nous, on avait bien identifié la sobriété comme un sujet qui était peu traité. Donc, on travaille l'élaboration de rapports, d'études, de guides pratiques, de scénarios sur cette thématique-là. On anime également des ateliers de prospective et des ateliers de co-construction avec des acteurs publics, des acteurs institutionnels, des groupes d'étudiants pour les aider à construire des stratégies de transition. On a également tout un volet de notre activité qui consiste à élaborer des outils pédagogiques sur les enjeux énergétiques et climatiques, là aussi partant du constat que assez peu d'outils sur ces questions-là, et puis un volet de formation aux enjeux énergie-climat et d'acculturation à la notion de sobriété, là aussi à destination des élus, des acteurs des territoires, également des entreprises et du grand public. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer cette présentation par une introduction en fait, à la notion de sobriété. Donc, je vais commencer ma présentation par ce petit schéma que vous devez sans doute connaître, qui est le triptyque négawatt, donc qui est en fait un schéma qui représente les grands piliers de la transition énergétique. Ce qui est important dans ce schéma-là, c'est de comprendre qu'il y a un sens, qu'on passe d'abord par les étapes de sobriété, pour ensuite être sur les étapes de développement des énergies renouvelables. L'idée derrière ce schéma, c'est vraiment de montrer que la base en fait, de la transition énergétique, c'est prioritairement de réduire nos consommations d'énergie par deux moyens. Le premier moyen qui est la sobriété, donc qui consiste à revoir nos comportements et nos modes de vie individuels et collectifs. Et j'insiste sur le collectif, puisque à Virage Énergie, on s'intéresse vraiment à la façon dont les politiques publiques, l'aménagement du territoire peuvent conditionner la façon dont nous, individus, nous vivons. La deuxième dimension qui est celle de l'efficacité énergétique, donc là qui repose sur une amélioration des techniques de la technologie, qui doit être impérativement accompagnée de mesures de sobriété, c'est-à-dire de mesures d'appropriation humaine de ces technologies pour éviter les effets rebonds. C'est-à-dire que
je prends l'exemple de la voiture, hein, les moteurs de voitures à l'heure actuelle consomment beaucoup moins de carburant qu'il y a 20 ou 30 ans. Pourtant, les gaz à effet de serre liés à la mobilité individuelle n'ont jamais été aussi forts. Ça s'explique par le fait que les gens, devant faire moins souvent le plein, ça leur revient moins cher et donc du coup, ils utilisent le gain économique qui a pu être fait pour aller plus loin, pour se déplacer plus. Et donc au final, les économies qu'on a gagnées en améliorant le moteur, on les perd par ailleurs par un comportement qui fait en fait rebondir, hein, ou qui fait annuler plutôt, qui annule les gains en termes d'énergie. Et puis enfin, la troisième étape qui est celle du développement des énergies renouvelables, une fois bien sûr qu'on a baissé nos consommations énergétiques. Cette slide très rapidement pour préciser que la notion de sobriété a été inscrite dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015 et que la sobriété est reconnue au même titre que l'efficacité énergétique comme un moyen de maîtriser la demande d'énergie et d'atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Donc sur le terme en tant que tel, hein, de sobriété énergétique, il y a vraiment de débat, ça a été inscrit dans la loi et c'est reconnu. Et donc, les territoires, les institutions, les entreprises doivent se saisir de cette dimension-là pour mener à bien leur politique de transition. La sobriété énergétique, au-delà d'être liée voilà, à des réductions de consommation d'énergie, ça suppose aussi, enfin, on peut la considérer comme le préalable à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc, comme vous devez le savoir, hein, c'est donc un objectif qui a été affiché par le gouvernement, qui est prochainement inscrit dans la loi, donc qui donne comme objectif à la France en 2050 d'avoir très massivement réduit ses émissions de gaz à effet de serre et les émissions qu'on n'aura pas pu éliminer, de les compenser par de la séquestration, donc par le fait de planter des arbres, des plantes pour pouvoir séquestrer le carbone, et ce qu'on n'aura pas réussi à séquestrer, à le compenser en allant planter ailleurs dans les pays voisins ou ailleurs dans le monde. Et donc, on se rendra compte que l'atteinte de cette neutralité carbone en 2050, elle ne pourra se faire sans mesures de sobriété, sans modification de nos modes de vie et de nos comportements individuels et collectifs. Bon, très rapidement, donc la sobriété énergétique, on peut la définir comme une démarche qui vise à réduire les consommations d'énergie et une démarche qui réinterroge aussi nos modes de vie. Au-delà de la question de voilà, pourquoi on réduit les consommations d'énergie, donc bien sûr il y a les questions climatiques, mais il y a d'autres enjeux, celle des fluctuations économiques, hein, voilà, le prix de l'énergie, le prix du baril de pétrole a des impacts très importants sur nos économies, donc comment on se rend moins vulnérable à ces fluctuations économiques, comment on fait face également au défi de la finitude matérielle, hein, donc que ce soit au pic pétrolier, mais également au pic de certaines matières premières qui sont beaucoup utilisées dans certains appareils technologiques, etc., qu'on peut utiliser au quotidien. Comment on réduit aussi hein, l'impact écologique de nos modes de vie. Et puis notre dimension qui me paraît très importante, c'est la dimension aussi sociale, de justice sociale de la question énergétique. On n'est pas tous égaux face à l'énergie, face à l'accès à l'énergie, que ce soit par le prix ou par la disponibilité. On est, nous, vu de l'île, hein, vu des Hauts-de-France, on est sur un territoire où il y a à peu près 20% de la population qui est en situation de précarité énergétique, donc qui consacre plus de 10% de ses revenus mensuels à se chauffer. Sur certains territoires, on va même jusqu'à 30%. Donc c'est un véritable enjeu aussi hein, social de repenser cette question énergétique. Et puis la question de la sobriété énergétique aussi, elle nous fait une dimension très technologique, de l'imaginaire très technologique qu'on peut avoir de l'énergie. Et ça en refait aussi une question sociale et politique. C'est-à-dire voilà, vraiment reprendre la main sur cette question de l'énergie qui pendant très longtemps, et même encore maintenant, hein, a été beaucoup confisquée par des ingénieurs, par des experts, etc. Mais on va faire vraiment une thématique de débat sociétal. Alors, la sobriété, on peut la décomposer un petit peu en plusieurs dimensions. Donc, c'est une proposition qui est faite hein, de définir la sobriété par différentes caractéristiques. Donc, il pourrait y avoir une sobriété qualifiée de dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la taille, à la puissance des objets,
et donc du coup à la consommation d'énergie qui est inhérente. Sur la photo que vous avez donc en haut à gauche, vous avez 2 véhicules électriques en fait. Il y a une Tesla qui est à droite, et puis à gauche vous avez un petit véhicule un petit véhicule électrique où on peut mettre une seule personne. Donc c'est une photo qui a été prise à Grenoble. L'idée derrière cette photo, en fait, c'est de montrer que voilà, on a un besoin qui est celui de la mobilité, on a 2 réponses qui sont là via la voiture électrique, mais 2 véhicules qui ne font pas du tout la même taille et qui pourtant vont répondre aux mêmes besoins de mobilité. Donc ça pose la question voilà, vraiment de la taille, du rapport à l'objet. C'est valable pour la voiture, mais c'est valable pour plein d'autres choses, hein, les frigos, les machines à laver, vraiment comment le dimensionnement va conditionner la consommation d'énergie. À droite, vous avez la sobriété structurelle, qui, elle, est beaucoup plus liée à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme. On est en France dans un modèle d'aménagement du territoire hérité de l'après-guerre, qui reposait beaucoup sur voilà, le pétrole, le développement massif et la consommation de la voiture individuelle. Donc un modèle d'aménagement très carboné, qui aujourd'hui est problématique. Donc on se retrouve voilà, avec des villes qui peuvent être à plusieurs kilomètres de zones commerciales ou de zones d'emploi. Et donc l'idée de la sobriété, c'est comment on repense cet aménagement du territoire pour être sur des distances plus courtes, plus facilement accessibles, et qui nous rend moins dépendants à la voiture individuelle et qui du coup permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité. Un autre type de sobriété, c'est la sobriété d'usage, donc là qui est liée vraiment à l'usage d'un objet. Là vous avez l'exemple de l'éclairage public. Il y a beaucoup de collectivités, de villes qui sont en train de passer leur éclairage public avec des technologies LED qui permettent de réduire les consommations d'énergie par une amélioration de la technologie. Mais on peut coupler cette amélioration technique à des mesures de sobriété. Là, la mesure de sobriété qui est présentée, c'est celle de l'extinction de l'éclairage public après une certaine heure. Il y a de plus en plus de communes qui mettent ça en place, voilà, d'utiliser de manière raisonnée l'utilisation de l'énergie et l'éclairage public. Et une dernière dimension qui est celle de la sobriété conviviale. Donc là, c'est l'exemple des Ripper Café. La sobriété suppose aussi de refaire les choses par soi-même, c'est-à-dire de sortir un peu de cette dépendance, notamment dans le cas des objets, de biens matériels qu'on aurait tendance à jeter, à ne pas remplacer, à ne pas réparer parce que ça coûte moins cher d'en racheter un nouveau. L'idée derrière la sobriété conviviale, c'est de pouvoir échanger ensemble des savoir-faire, des connaissances pour se rendre moins dépendant de l'achat de nouveaux produits et pouvoir réemployer certains objets. Très rapidement, donc voilà, on a plusieurs dimensions à la sobriété qui ont pour objectif donc de voilà réduire la suffisance, la surabondance matérielle dans laquelle on est, être vraiment dans une société de satiété. Là, je reprends les termes de sociologues qui sont Bruno Villalba et Luc Semal, qui dans un ouvrage qui est sorti très récemment sur la question de sobriété parle de société de satiété. C'est vraiment ça, c'est consommer la juste quantité d'énergie dont on a besoin. Sortir d'un modèle centralisé pour être vraiment sur de la relocalisation. Donc là, on l'a vu un petit peu avec l'aménagement du territoire. C'est également valable pour les questions d'alimentation, d'activité économique, vraiment être au maximum sur des petites échelles territoriales. La sobriété pose aussi des questions un peu plus, entre guillemets, sociétales, métaphysiques presque. Enfin, la question du rapport au travail, au salariat, la question du rapport à la propriété aussi, la question du rapport à la vitesse, qui sont aussi des grands domaines qui peuvent être traités par la sobriété, la question du temps de la ville, du temps de travail, ces questions-là se posent également. Et puis la question également de notre rapport à la nature, au fait qu'on soit de plus en plus dans des sociétés qui sont totalement déconnectées de la matière, enfin de la matérialité, des objets, de l'énergie, etc. La sobriété réinterroge aussi ce concept-là. Donc nous, ce qu'on propose à Virage Énergie, donc c'est des leviers de sobriété énergétique qui pourraient permettre justement d'atteindre les objectifs des objectifs de transition énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. Donc on a identifié 250 leviers de sobriété, ils ne sont pas tous résumés là. Là, vous avez sur la slide les grandes catégories. Ce qu'il faut retenir de la sobriété, c'est que c'est vraiment une démarche qui va interroger tous les champs de la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'énergie, elle est partout, on la consomme dans tous nos modes
voilà, tous nos modes de vie, nos modes de consommation. Et c'est pour ça que vous voyez sur cette slide-là, on va à la fois travailler sur la végétation, les biens de consommation, la mobilité, l'aménagement du territoire, l'habitat. Et qu'on va essayer de voir comment des changements de comportement dans ces différentes disciplines vont nous permettre de faire des économies d'énergie. Bon, vous avez toutes les catégories sur la slide, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est sur de la transversalité, qui est quelque chose aussi nouveau. Si on essaye de s'appliquer une politique de sobriété dans une collectivité, ça va supposer de travailler en transversalité, voilà, d'associer des services qui ne travaillent pas forcément entre eux, hein, service habitat, mobilité, c'est pas évident qu'on travaille ensemble. Donc ça va supposer un vrai changement de culture, enfin un changement de culture commune, donc une création de culture commune qui permettent de s'approprier la question énergétique par toutes les activités et toutes les compétences d'une collectivité. Donc rapidement, ça c'était donc la conclusion des scénarios de virage énergie, des potentiels de sobriété qu'on avait identifiés en région Nord-Pas-de-Calais. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous prenez à l'horizon 2050 dans le scénario virage sociétal, donc qui est la ligne qui est la plus à droite sur la slide, on arrivait à moins 73% d'économie d'énergie, et dans ces moins 73%, il y avait 39% qui reposaient sur la sobriété. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que dans des scénarios, la question de sobriété, de changement de comportement, il faut aussi l'intégrer, et que les potentiels en termes d'économie d'énergie sont tout aussi importants, voire même plus importants que l'efficacité. J'insiste là-dessus parce que j'estime qu'en France, on a encore trop tendance à ne prendre en compte que les aspects d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables pour faire la transition, alors qu'il y a un vrai gisement d'économie d'énergie qui réside dans la sobriété énergétique et vraiment dans la sobriété, c'est-à-dire dans les politiques publiques, dans l'aménagement du territoire, donc vraiment voilà, ces grandes organisations socio-techniques qui conditionnent la façon dont on vit à l'heure actuelle. La sobriété, c'est également toute une série de co-bénéfices, hein, donc au-delà des économies financières dues au fait qu'on consomme beaucoup moins d'énergie, ça permet aussi de créer des emplois de qualité non délocalisables. La relocalisation va générer de nouveaux emplois. On a toute une série de co-bénéfices sur la qualité de l'environnement, que ce soit sur l'eau, les sols, l'air, qui sont aussi extrêmement intéressants. Une amélioration de la santé, liée aussi à l'amélioration de ces différents espaces environnementaux. La qualité des espaces publics aussi, hein, si on traite un peu la question de l'aménagement du territoire, c'est comment on repense nos espaces publics, notamment en lien avec le développement des mobilités douces. On a tout un aspect aussi de renforcement des liens sociaux, là aussi très lié à la dimension de sobriété collaborative. C'est-à-dire que la sobriété, ça va nous obliger à parler un peu plus entre nous, à échanger, à s'aider, à arriver à proposer de nouveaux modèles de coopération entre citoyens, entre entreprises, entre associations, entre collectivités. Voilà, ça va nous supposer qu'on se repose ces questions-là. Des questions de préservation de la biodiversité, bien sûr. Un nouveau rapport au temps, de décélération. Ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on a bien travaillé à Virage Énergie. Voilà, comment le modèle dans lequel on est à l'heure actuelle, hein, qui va très vite, parce qu'il repose aussi sur des énergies fossiles qui permettent d'aller très vite, sera peut-être amené à se ralentir dans les années à venir avec une autre source d'énergie. Enfin, les renouvelables, peut-être, vont nous poser comme question, ou vont nous demander de nous réinterroger aussi sur la façon dont la vitesse à laquelle on se déplace, la vitesse à laquelle on travaille, enfin, des choses qui sont à l'heure actuelle extrêmement génératrices de stress et de mal-être, et qui ont des vrais impacts aussi sanitaires. Et puis enfin, la question de la place de la pollution visuelle liée à la publicité. Cette question-là, elle nous paraît très importante aussi. C'est comment finalement la publicité aussi influence nos imaginaires. Et ça me fait une très belle transition pour la slide suivante. C'est-à-dire que notre consommation d'énergie aussi est très liée donc à un modèle de société, mais qui nous est aussi proposé via des imaginaires. Des imaginaires qui sont véhiculés par la publicité, par le marketing, par le cinéma, voilà, par la littérature, qui sont plutôt des imaginaires de consommation, de vitesse,
de performance, qui vont un petit peu, qui vont même carrément à l'encontre des actions qu'il faudrait qu'on mène pour arriver à lutter contre le dérèglement climatique et mener à bien la transition énergétique. Donc on travaille aussi sur la dimension de construction d'imaginaire de sobriété qui soit désirable. Et à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est pas évident d'arriver à construire un récit qui donne envie aux gens d'aller vers un modèle de société où on consommera moins d'énergie, mais où on vivra mieux. Donc là, on travaille pas mal sur ces questions-là de construction, de mise en récit d'un projet de société désirable via la sobriété énergétique, sachant que voilà, on est quand même encore beaucoup freiné par des grands mots, des grands messages publicitaires et culturels qui vont plutôt dans le sens inverse. Et donc, pourquoi on a souhaité le SCOT du Grand Douaisis s'associer à Virage Énergie. Donc, quelques slides avant d'entrer dans le dur du sujet, notamment de vous présenter toutes les actions qui ont été menées depuis 2 ans, depuis le partenariat qu'on a lancé avec Virage. Donc, en fait, le partenariat est né dans le cadre de l'élaboration du futur PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale. Comme j'ai dit en préambule, on a un plan climat qui était assez vieillissant, il datait de 2009. On était conscient qu'il y avait des nouveaux enjeux à appréhender et à traiter, mais aussi proposer des nouvelles fiches actions concrètes à mener sur le territoire. Et parallèlement à ça, également, on a eu la possibilité au niveau du territoire de récupérer la compétence élaboration de plan climat de nos 2 intercommunalités. Et donc, on a engagé depuis début 2018, un travail pour élaborer ce nouveau PCAET. Donc, on a souhaité se faire accompagner et donc on a recruté plusieurs cabinets d'études. En l'occurrence, on a recruté le cabinet Auxilia, Atmotera, Aquajou, leur groupement pour la partie pure du PCAET. On avait déjà également mené des travaux et des études complexes et annexes pour alimenter le PCAET. On a eu une étude prospective sur l'adaptation à la fois au changement climatique et à la raréfaction des ressources. On a également mené une étude d'identification du potentiel d'ENR et d'énergie renouvelable et de récupération. Et puis, on voulait également aborder cette question de la sobriété, puisque pour nous, c'était nécessaire de l'aborder dans le cadre du plan climat, et ce pour plusieurs raisons que je vais vous exposer par la suite. Et tous ces travaux ont engagé le territoire sur une nouvelle ambition, un nouveau plan climat, où on a mis finalement la barre un peu plus haute, puisqu'aujourd'hui, on souhaite vraiment engager l'ensemble du territoire dans les transitions, et pas seulement dans la question de la transition énergétique et climatique. Pour nous, il y a plusieurs transitions auxquelles le territoire doit faire face. Et puis engager également le territoire sur une ambition forte qui est celle d'atteindre la sobriété, la neutralité carbone. Alors, pour atteindre cette neutralité carbone, on a conscience, et c'est tous les travaux qui ont été menés depuis 2 ans, de démontrer que la question de la sobriété, c'était le préalable nécessaire pour y parvenir. Sans mener des actions drastiques, si je pourrais dire, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sans toucher concrètement à ces actions qui peuvent avoir un fort potentiel d'émissions de gaz à effet de serre avec la sobriété, on ne peut pas parvenir à la neutralité carbone. Donc, c'est le préalable pour nous, repenser à la question de la sobriété, de l'efficacité des énergies renouvelables. Second point, renforcer la capacité de séquestration naturelle de notre territoire. On a un petit potentiel qu'il faut améliorer pour capter un peu plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et troisième solution, celle qui sera utilisée en ultime recours, c'est celui de la compensation, notamment pour réduire au maximum les émissions, mais notamment, nous, on appelle ça les émissions résiduelles qui sont incompressibles et qu'il faudra réduire pour parvenir à un bilan négatif des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Alors, engager des démarches de sobriété, ça peut paraître facile. C'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je travaille sur la question climatique et la sobriété, c'est pas un sujet nouveau. Enfin, le terme n'est pas nouveau. Déjà, dans les anciens plans climat, on l'a abordé. Force est de constater qu'aujourd'hui, si on l'abordait, si on avait des actions de sobriété, celles-ci, elles étaient peu menées. Ou alors elles étaient très limitées dans un cas d'un plan climat. Alors là, j'ai pris un exemple typique d'une note qui caractérise notre plan climat. On a mené de gros travaux avec nos élus communaux sur la question de la rénovation du patrimoine communal, avec une volonté de respecter la question de la sobriété, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables, soit le schéma mégawatt. Mais force est de constater qu'on a eu une fuite en avant, notamment sur les champs de la rénovation et donc de l'efficacité énergétique, et également une fuite en avant sur les questions des énergies renouvelables embarquées dans ces projets de rénovation. Donc,
même si sur le papier, on avait de bonnes intentions et on voulait avoir une démarche complète au niveau, par exemple, de ce chantier de la rénovation, on s'est heurté au fait que finalement, la sobriété, même quand on est appliqué sur un projet concret qui est là, la rénovation, elle est peu appliquée puisqu'elle est peu palpable, elle est peu concrète, elle est souvent occultée, voire onnubilée, parce que effectivement, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas visible, c'est pas concret. Alors que lancer une rénovation, l'inaugurer ou produire des énergies renouvelables, ça permet de réduire la dépense, ça permet de réduire la consommation énergétique et c'est visible rapidement. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut revoir cette complémentarité des leviers, revoir le bon ordre et notamment donc, retravailler sur cette question de la sobriété. Et s'ajoute une petite subtilité, hein, puisque dans le schéma de la neutralité, on a une question, c'est le champ de la séquestration et de la compensation qu'on peut également embarquer sur la rénovation du patrimoine. Avec Virage Énergie, donc on a noué un partenariat dans le cadre du plan climat, mais c'est surtout une rencontre, puis aussi également un concours de circonstances. De votre côté, Virage Énergie, il cherchait un territoire d'expérimentation pour travailler sur une recherche-action sur la question de la sobriété, et parallèlement, le SCOT voulait travailler sur cette question. Comme j'ai dit précédemment, c'était un parent-preuve peu abordé, peu traité et peu concret, alors que ça touche concrètement tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est le quotidien des gens, parce que ça touche à la fois au cœur de l'énergie, au cœur de ses consommations, au cœur de son quotidien. Et puis, on avait toujours également un souhait d'expérimenter et d'innover sur ce champ. Alors, l'offre de Virage Énergie, elle était intéressante pour nous parce que du coup, Virage Énergie arrivait avec une expertise dans le domaine, alors que nous, on n'était pas spécialistes de la question de la sobriété énergétique, encore moins de la question des sobriétés de manière large. Il proposait également de nombreux dispositifs permettant une acculturation et une sensibilisation, et ce, de tous les différents publics. Aujourd'hui, dans le plan climat, si je fais le bilan, on s'est essentiellement concerné, et sensibilisé à culturer les élus. Virage Énergie nous a fait des propositions en termes de dispositifs d'animation à la fois participatifs, actifs et innovants, qui permettaient également de mobiliser d'autres publics que les élus. Notamment des actions qui ont été proposées et qui ont été mises en œuvre, dont on témoignera après, en faveur de nouveaux acteurs et notamment du grand public. Virage Énergie, donc on est une association, hein, et donc on avait mené pendant 8 ans des travaux sur des scénarios de sobriété à l'échelle régionale, et on s'était rendu compte que il y avait quand même énormément de leviers qui se trouvaient plutôt à l'échelle communale, intercommunale, qu'à l'échelle régionale. Et donc, on avait bien envie de tester, de voir comment on pouvait traiter de cette question de la sobriété énergétique et des politiques publiques de sobriété énergétique à une échelle plus petite que l'échelle régionale. Et puis également, toujours en partant du constat que la sobriété est un peu le parent pauvre de la transition énergétique et qu'il existe très peu d'outils, pas de guide, pas d'études. Enfin, c'est vraiment un sujet qui est en train d'émerger en ce moment en France, qu'à regarder les acteurs qui travaillent sur cette question-là. On est beaucoup d'associations, Virage Énergie, Negawatt, le Shift Project, le labo de l'ESS. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de travaux qui sont sortis du côté du ministère, du côté de l'ADEME. Je sais qu'il y a des choses qui sont en cours de réflexion, mais pour le moment, il existe peu de choses. Et donc, du coup, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller voir comment on pouvait développer des outils pédagogiques, des guides pratiques pour aider les territoires à prendre à bras le corps cette thématique. Et justement, on vous propose là, maintenant, dans une troisième partie, d'aborder justement ces dispositifs participatifs, actifs et innovants qui ont été expérimentés sur le territoire du Grand Ouessy dans le cadre de ce partenariat, dans le cadre du plan climat. Donc concrètement, il y a plusieurs actions qui ont été menées, plusieurs dispositifs, des travaux qui ont permis et qui ont visé d'abord la question de l'acculturation. Donc là, on était plutôt sur les champs 2018-2019. Des actions qui ont permis également de nourrir l'écriture du plan climat, que ce soit la stratégie, mais également surtout son programme d'action. Et enfin, il y a un troisième temps qu'on est en train de travailler en ce moment avec Barbara, c'est comment outiller les différents publics, les différents potentiels porteurs de projets ou acteurs qui vont mettre en œuvre le plan climat pour accroître la question de la sobriété dans leurs actions. Alors, tout d'abord, on va commencer sur les questions d'acculturation. Donc, on a tout d'abord, Virage Énergie nous a fait la proposition et donc on a accepté la question de la construction d'un jeu autour d'une stratégie territoriale de sobriété, notamment parce que Virage Énergie, comme tous les prestataires qui
travaillent également aujourd'hui sur du plan climat ont une obligation un petit peu particulière, c'est qu'elles ne doivent pas proposer de PowerPoint, mais au contraire proposer des outils d'animation qui permettent de sensibiliser, d'acculturer et donc d'être dans une démarche plus participative, active que descendante. Et donc Virage Énergie nous a d'abord fait une proposition d'un jeu de construction. Oui, donc l'idée de ce jeu, donc c'est un jeu de cartes assez simple qui présente une cinquantaine de politiques publiques de sobriété et les participants en fait ont pour objectif d'en choisir 5 ou 6 qu'ils se fixent à différents horizons temporels. Donc bon, on appelle ça un jeu, c'est plutôt un outil parce qu'à la fin il n'y a rien à gagner à part une superbe stratégie de sobriété énergétique. Mais l'idée en fait c'est vraiment de pouvoir acculturer d'une manière un peu différente celle de la réunion très descendante, comme l'a précisé Capucine, et d'avoir quelque chose d'un peu plus ludique qui permette de traiter de ces questions de politique publique de sobriété énergétique dans le cadre d'un mouvement plutôt sympathique, plutôt convivial qui du coup libère la parole. L'idée de développer un jeu pour traiter de cette question de la sobriété, elle nous est venue aussi d'un retour d'expérience qu'on a pu constater de la part des camarades de Solagro, de l'Institut Négawatt et puis du Clair, qui ont développé un outil qui s'appelle Destination TEPOS, qui est plutôt sur les questions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, mais qui a montré que l'outil ludique était vraiment un moyen extrêmement efficace pour parler des questions d'énergie et que ça permettait de décrisper quelques tensions qu'il pouvait y avoir autour de ces sujets. Donc voilà, donc on a nous aussi décidé de développer un jeu et ça fonctionne plutôt très bien. On est en train de travailler à l'heure actuelle sur une version plutôt à destination de territoires ruraux. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de continuer à faire vivre cet outil qui semble être un très bon moyen de sensibilisation. C'est vrai que du coup, on les a pris, là on était sur un public d'élus, on les a pris à froid, c'est-à-dire que même s'ils travaillaient sur les questions d'énergie-climat depuis quelques années, puisque là on est sur un second mandat pour eux, la question de la sobriété était à appréhender et à maîtriser de leur part. Et donc c'est vrai que l'outil a été finalement un bon outil pour leur permettre de voir que la sobriété c'était concret, ça pouvait être concret, et que finalement il y a peut-être des actions qui menaient déjà ou qui pensaient qu'ils pouvaient être menées et qui n'étaient pas si compliquées que ça ou si financièrement engageantes que ça. Donc c'est vrai que la question du jeu a beaucoup plu. Nous se pose la question aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs d'entre eux, de prêter les plateaux de jeu et les cartes pour qu'ils puissent jouer, entre guillemets, en interne chez eux avec leur équipe municipale et qu'ils puissent construire leur propre stratégie territoriale à l'échelle de leur commune. Donc là, on a vu un peu les questions d'acculturation des élus. On a souhaité également acculturer, sensibiliser, si je puis dire, plutôt là, les habitants du territoire. Et pour cela, on a organisé une balade urbaine sur notre territoire, sur un territoire qui est aujourd'hui et qui a connu la question de la reconversion minière, donc un passé assez riche en termes d'histoire énergétique et de reconversion. Et donc, on est parti à la découverte d'une partie de notre territoire avec des habitants du territoire qui s'était inscrit. On a donc parcouru 15 km à vélo électrique. Sur ces 15 km, on a pu aborder différents sujets en lien avec les questions énergétiques. On a abordé la question de l'habitat minier et la rénovation. Notamment, on a démontré que le grand chantier aujourd'hui en termes de transition et de neutralité carbone, c'était la rénovation et comment on pouvait l'engager. On a abordé la question des paysages et notamment la question de l'intégration des énergies renouvelables. On a également traité la question de la méthanisation, donc comment produire une source d'énergie renouvelable un peu plus propre liée à une association avec le monde agricole, la question des mobilités, la question du fret ferroviaire, et enfin on a terminé la balade par la question alimentaire et agriculture sur comment les choix en termes de politique alimentaire pouvaient impacter un territoire, notamment sur les questions de paysage. Autant de thématiques qui permettraient à la fois d'aborder la question du PCAET, du plan climat et de ses enjeux, mais également les enjeux du SCOT. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on est à la fois en révision de SCOT, mais en élaboration de PCAET, et les liens entre ces deux thématiques, ces deux projets de territoire sont intimement liés. Donc l'idée de faire des balades urbaines vraiment sous le prisme de l'énergie et du climat, c'est aussi un moyen de montrer aux gens que l'énergie est partout autour de nous, qu'elle conditionne aussi la façon dont le territoire est aménagé.
Donc là, on était vraiment, voilà, on avait la particularité hein, d'être sur un territoire qui a une activité minière très forte. Mais l'idée, voilà, c'était de montrer, de décrypter le paysage et un environnement quotidien au regard des enjeux énergétiques et climatiques. Autre outil qui a été proposé, notamment aux habitants également, c'est la question de l'outil Destination TEPOS, qui a été utilisé dans le cadre de l'élaboration du programme d'action du plan climat et qui était à la fois un outil d'appropriation des enjeux liés à la question énergétique, mais également et moi en tant qu'habitant, qu'est-ce que je verrais comme première action pour le plan climat. Donc là aussi, hein, l'outil Destination TEPOS, hein, qui a été élaboré par Solagro, l'Institut Négawatt et Leclerc, c'est un des rares jeux qui existent hein, sur les thématiques énergie-climat, qui me semblait intéressant de mobiliser pour sensibiliser et recueillir aussi la parole des citoyens du Grand Douaisis, et qui a eu aussi un rôle un petit peu de concertation hein, avec le grand public. Pour tester un petit peu l'acceptabilité sociale de certaines mesures de transition ou de développement d'énergie renouvelable. Tous ces premiers temps qui vous ont été proposés ont certes permis d'acculturer et de sensibiliser les différents publics à la question de la sobriété, mais le travail également consistait à participer à l'écriture du PCAET. Et pour cela, Virage Énergie a proposé d'animer des ateliers dans le cadre de l'élaboration du plan climat sur la partie stratégique et programme d'action. Donc, 3 ateliers ont été organisés dans le cadre du plan climat et Virage Énergie en a animé un spécifiquement sur la question alimentaire et en lien avec la sobriété énergétique, l'occasion de travailler sur les questions d'agriculture, d'alimentation et donc de questions d'approvisionnement, de relocalisation de l'alimentation, de production également. C'était pour nous une première en termes de public, puisque jusqu'à présent, on avait l'habitude de travailler avec des partenaires relais, des partenaires clés historiques dans le cadre du plan climat. Et là, on a été au devant de nouveaux acteurs, notamment ceux de la filière agricole, les agriculteurs même, également les acteurs de la filière de l'alimentation, notamment agro, mais également toutes les petites personnes qui participent à la filière alimentaire. Donc c'est une première pour nous et c'est surtout une réussite qui aboutit aujourd'hui à un axe qui est dédié carrément à la question de la transition vers une alimentation à la fois durable et locale et une agriculture qui soit plus recentrée sur notre territoire. Autre action qui a été proposée par Virage Énergie et qui a été acceptée dans le cadre de l'élaboration du PCAET, c'est la mise en récit à la fois rétrospective et prospective du territoire et de son histoire. Effectivement, même si on est sur un territoire riche en termes d'histoire, et notamment histoire énergétique, si c'est un territoire qui ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur les questions d'aménagement en lien avec le climat et l'énergie, force est de constater que rien n'avait été écrit en la matière sur le territoire et nous on avait besoin pour rendre plus appropriable la question du PCAET, pour légitimer ses ambitions en termes de sobriété et neutralité carbone, mais aussi pour recontextualiser, dire que finalement tous ces enjeux énergétiques et climatiques auxquels on doit faire face aujourd'hui sont liés également à notre histoire et notre territoire. On a souhaité faire une mise en récit du territoire. Donc c'est quelque chose, hein, enfin une méthode qui nous paraissait assez intéressante de proposer au Grand Douaisis. Nous, d'une manière générale, à Virage Énergie, on s'inspire pas mal de ce qui a pu être fait par le mouvement des villes en transition en Angleterre. Voilà, toutes les méthodologies qui ont pu être développées par Rob Hopkins notamment, et la mise en récit, hein, vraiment aller voir l'histoire passée du territoire pour mieux comprendre le présent et aussi pour mieux anticiper l'avenir. C'est une méthodologie qui nous paraissait très intéressante pour le territoire du Grand Douaisis, puisque comme le disait Capucine, hein, c'est aussi un bon moyen d'arriver à identifier là où on est à l'heure actuelle et comment on va pouvoir se projeter dans les années à venir pour réussir à faire face aux différents enjeux énergétiques et climatiques. Donc pour mener à bien cette mise en récit, hein, on a essayé d'élaborer une méthodologie qui est un petit peu à notre sauce, j'ai envie de dire, sachant que voilà, les questions de mise en récit, hein, il n'y a pas de manuel hein, de la mise en récit. Enfin, c'est quelque chose qui est encore assez émergent. On a la chance, nous, en région Hauts-de-France, d'avoir la ville de Los Angeles et des gens comme Jean-François Caron, Julien Perdrija, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions de mise en récit d'un territoire, d'une ville, qui ont pu nous aider, mais c'est pas pour autant voilà, qu'il existe une méthodologie à suivre point par point pour réussir à faire une mise en récit. Donc nous,
les différentes étapes qu'on a décidé d'adopter. Donc, bah, c'est déjà peut-être commencer par une recherche documentaire et bibliographique. Donc, voilà, aller aux archives, aller rencontrer des acteurs clés du territoire, des gens qui ont vécu le territoire depuis plusieurs années, pour vraiment essayer voilà, de remonter assez loin et d'essayer de faire ressortir ce qui constitue l'identité du territoire. Une autre étape a été de réaliser des entretiens avec des acteurs clés, donc que ce soit des élus, des institutions, des associations, des entreprises, pour déjà sonder leur perception de l'histoire du territoire, donc l'histoire passée, mais également le présent, ce qui constitue pour eux le territoire, les forces, les faiblesses, pour également leur demander voilà, de nous présenter leur vision du territoire à l'horizon 2050. Et donc de ces entretiens, on a retiré des verbatims qui vont être insérés au document de mise en récit qui va constituer le préambule du plan climat. C'est-à-dire que voilà, avant de tomber dans le diagnostic, le plan d'action, enfin, la stratégie, le plan d'action du plan climat, il y aura un livre en préambule qui racontera l'histoire du territoire du Grand Douaisis, pour inviter les gens voilà, à se projeter également dans l'avenir. Et un autre outil voilà, qui nous paraissait aussi extrêmement important et qui est un peu un invariant de la mise en récit, c'est l'outil de la frise. Donc on a décidé de réaliser une frise chronologique représentant les grands événements qui ont marqué le territoire, en parallèle des grandes aires énergétiques qui ont pu coexister les unes en même temps que les autres, ou les unes après les autres, pour montrer voilà, les points de rupture, les défis auxquels a déjà dû faire face le territoire, et donc ancrer le défi actuel de transition énergétique et climatique, pouvoir également voilà, aider les citoyens à mieux s'approprier ce document et les actions de sobriété, de transition qui vont être mises en place dans les années à venir sur le territoire. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, rétrospective et présente de l'histoire du Grand Douaisis. Il nous a fallu aussi travailler sur la partie prospective, pour essayer de montrer aux gens à quoi ça pourrait ressembler un Grand Douaisis en 2050, neutre en carbone, les implications que ça pourrait avoir sur leur vie personnelle, sur les organisations collectives, sur la façon dont le territoire est organisé, enfin, la qualité de vie sur le territoire, etc. etc. Donc on a fait 2 exercices. On a fait un exercice avec les équipes du SCOT du Grand Douaisis, parce qu'il nous semblait important qu'en tant que structure, le syndicat mixte se projette jusqu'à l'année 2050 et puisse s'exprimer sur voilà, les mesures à mettre en place pour atteindre la neutralité carbone. Et puis également avec les partenaires institutionnels et socio-économiques du syndicat mixte, pour qu'eux aussi, en tant qu'acteurs du territoire, se projettent à cet horizon 2050 et puissent ancrer leurs actions dans l'atteinte de cet objectif. La finalité des ateliers de prospective, c'était de pouvoir voilà, générer des imaginaires, des idées pour le futur des territoires. Et donc, ça se traduira concrètement par l'écriture en fait, de petites mises en récit prospectives, entre guillemets, de capsules temporelles, qui seront réinjectées dans la stratégie du plan climat. C'est-à-dire que dans le document réglementaire, on aura comme ça ces petites bulles de mise en récit qui pourront aider le lecteur à se projeter dans le territoire en 2050. C'est vrai que du coup, sur la mise en récit, on est vraiment en train de nourrir ce futur plan climat. On n'est pas là dans le respect, on est dans le respect total et réglementaire de la loi, puisqu'on va remplir tous les champs qui nous sont assignés, mais on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on souhaite vraiment raconter une histoire, à la fois l'histoire passée, mais surtout l'histoire que l'on projette de notre territoire, avec une vraie trajectoire, c'est-à-dire un vrai cheminement proposé pour parvenir à la neutralité carbone, et tous les travaux de mise en récit que a proposé Virage Énergie et les productions qui en sont abouties, notamment sur la partie prospective et future, viendront nourrir cette trajectoire, elle viendra l'illustrer, si je puis dire. Puisqu'en fait, effectivement, une trajectoire, ça peut être une courbe, comme ça va être présenté sur la slide de précédente. La trajectoire du Grand Douaisis, elle prend forme sur la courbe qui vous est présentée en bas de la slide. Mais effectivement, en soi, une courbe, oui, c'est bien, ça parle, c'est concret, c'est palpable, puisque c'est des chiffres. Mais effectivement, la nourrir d'éléments plus sensibles, subjectifs, ça peut aider à appréhender cette trajectoire et cette ambition qu'est la sobriété, la neutralité carbone, et la rendre plus appropriable.
Donc ça, c'est un des travaux qui a été fait notamment par Virage Énergie sur la mise en récit, donc et sur les actions de sensibilisation et d'acculturation qu'on vous a présentées préalablement. Il y a eu également un gros travail de recherche, puisqu'on est vraiment sur un partenariat de recherche-action avec Virage Énergie, une vraie expertise, notamment puisque Virage Énergie avait une expérience en termes de modélisation des données via leur outil élaboré. Ils ont également appliqué sur le territoire la question de leur scénario le plus ambitieux possible, celui du virage sociétal qui nous permet aujourd'hui d'atteindre la neutralité carbone. Et puis également, c'est tout un travail de feuille de route, de propositions pour atteindre la sobriété, et ce dans de différents champs thématiques. Donc là, l'idée, c'était vraiment plutôt sur le côté données, de faire tourner dans le tableur Virage Énergie qui avait été élaboré pour réaliser les scénarios de sobriété à l'échelle régionale, les données du territoire du Grand Ouaisis et essayer justement d'arriver à sortir cette trajectoire avec en parallèle une feuille de route qui permette d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, du coup, de bien identifier les potentiels d'économie d'énergie, les gisements même d'économie d'énergie qui résidaient dans la sobriété et dans l'efficacité. Qui est un exercice, en fait, qui, du coup, a permis ensuite de construire le plan d'action du PCAET. Au-delà, Virage Énergie nous accompagne également dans toute la relecture du plan climat sur un prisme de la sobriété, sobriété énergétique, mais de manière plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les derniers travaux qu'on a menés ces dernières semaines avec Virage Énergie nous amènent même à penser qu'il y a plusieurs types de sobriété. Et nous, on écarte carrément aujourd'hui la question de la sobriété énergétique. On dit que c'est un type de sobriété, au même titre que d'autres sobriétés. Et donc aujourd'hui, on présente notamment c'est un exemple de fiche action qui est du plan climat relative à l'approvisionnement en produits locaux. Et comme vous pouvez le voir, on a fait un zoom spécifique sur la transversalité et l'éco-bénéfices en termes de sobriété, où là, on présente les bénéfices en termes de sobriété énergétique, de sobriété matérielle. Donc là, l'exemple, on n'a pas, mais on peut présenter également les éco-bénéfices en termes de sobriété structurelle, en termes de sobriété d'usage, organisationnelle et collaborative. On a un vrai prisme, un vrai angle parti pris qui a été pris, c'était de révéler la question de la sobriété dans ce futur plan climat. Et pour cela, Virage Énergie nous a beaucoup aidé, notamment dans l'écriture du fichier action. Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de cette question juste de sobriété énergétique, parce qu'il y a aussi la sobriété matérielle, la sobriété dans la gestion de l'eau. Enfin, il y a énormément de dimensions, et vraiment d'essayer d'aller assez finement explorer ces différentes dimensions de la notion de sobriété pour voir comment on peut mettre en place des politiques publiques et des actions publiques qui permettent d'atteindre les objectifs de neutralité carbone. Donc voilà, au-delà de ce plan d'action qui va quand même assez finement sur la question de sobriété, se posait aussi la question de la mise en place, la mise en œuvre du plan climat. Et donc là aussi de l'outillage des techniciens, des élus qui, dans quelques mois après adoption du plan climat, seront en charge de sa mise en œuvre. Et donc là aussi, on a fait le constat qu'il n'existait pas d'outils à part entière, de guides pratiques qui traitaient de cette question de la sobriété énergétique dans les politiques publiques. Donc on essaye on est en train de le finaliser, de mener ce travail d'élaboration d'un guide pratique qui est un petit peu fait sur mesure pour le territoire. Donc qui présente une cinquantaine, une soixantaine de politiques publiques dites de sobriété. Donc on essaye de voir un petit peu techniquement, réglementairement, comment elles peuvent se mettre en place, combien ça peut coûter, les moyens qui sont nécessaires en termes d'équivalent temps plein, de budget, est-ce que c'est de l'animation, est-ce que c'est plutôt du soutien technique, essayer de défricher un petit peu tout ça, en mettant en parallèle des exemples issus d'un benchmark, d'exemples de politiques de sobriété qui peuvent être menées ailleurs en France ou ailleurs en Europe. Il en existe déjà plein, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un document qui permette de les révéler et puis surtout qui les concentre dans un même livrable. Et puis également toute la question d'identification des potentiels de sobriété en termes d'économie d'énergie, de réduction des gaz à effet de serre, d'économie de matières premières et sociales. Pour que les techniciens qui demain mettront en place le PCAET aient une boussole qui puisse les aider aussi dans l'élaboration des politiques publiques et dans leur suivi. Puis qu'il y a également tout le volet évaluation indicateur, où là aussi il y a tout à créer, parce qu'à l'heure actuelle, on a des indicateurs ou des techniques d'évaluation de politique publique qui peuvent être un petit peu limitées dans
dans l'évaluation de la qualité de vie, des co-bénéfices sociaux, des co-bénéfices sanitaires, des co-bénéfices économiques. Donc ça suppose aussi un petit peu de repenser ces indicateurs et d'aller notamment se nourrir de tous les travaux qui peuvent être faits à l'heure actuelle sur les nouveaux indicateurs de richesse, sur voilà, les moyens de quantifier des choses au-delà du simple aspect économique. Donc là, on vous a présenté une sorte de portefeuille d'actions qu'on a mené dans le cadre de la dynamique climat et du plan climat depuis son élaboration. Aujourd'hui, on travaille avec Barbara sur d'autres chantiers qui sont notamment la question des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions propres de sobriété qu'on souhaite étayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le plan climat, on a révélé pour chaque fiche action des indicateurs de suivi et d'évaluation et on veut vraiment travailler sur les indicateurs de sobriété pure. Donc ça, c'est un travail qu'on va engager là avec Barbara dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment après l'arrêt de projet du plan climat en décembre dans un petit peu moins d'un mois. C'est vraiment le poursuite du travail d'acculturation à un niveau infra, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec les élus sur la question de l'acculturation, la sensibilisation et notamment à quelle politique ils pouvaient mener en termes de sobriété. Aujourd'hui, on voudrait investiguer un peu plus leur commune et donc aller à la rencontre à la fois des autres élus, ceux qui siègent au niveau de leur conseil municipal, mais également les techniciens qui les accompagnent, à l'aide du jeu qu'on a développé avec Barbara, enfin, que Virage Énergie a développé l'année dernière, pour voir comment eux, à leur échelle, peuvent décliner le plan climat à leur commune, quelle politique elle peut mettre en place. C'est également la conception d'un jeu de société ludique et pédagogique qu'on a commencé à travailler avec Barbara sur comment on peut décliner le plan climat pour le rendre appropriable, notamment à un public un peu plus large, et parce que là, on a une visée un peu plus habitant, avec même également une visée enfant qui sera sur le jeu et scolaire, pour les sensibiliser, faire connaître les enjeux et surtout les enjeux propres de notre territoire. Parce que c'est vrai, des jeux sur les questions énergétiques et climatiques, il existe quand même quelques-uns au niveau français. L'idée là, c'est d'avoir, c'est pas l'idée de faire notre propre jeu, mais c'est d'avoir notre propre déclinaison et que via le jeu, les personnes qui y jouent comprennent l'étendue, les actions qui sont inscrites dans notre plan climat. Et puis également d'autres perspectives qui sont aujourd'hui en cours d'étude avec Virage Énergie, c'est quelles autres actions de sobriété mener pour accroître et ancrer finalement cette question au cœur de nos dynamiques et de nos projets. Et notamment, on est en pourparlers pour reconduire les balades urbaines et réaliser d'autres actions. Voilà, on vous a présenté aujourd'hui donc notre partenariat, ses objectifs, également ce qui en aboutit en termes d'actions concrètes, autant de possibilités que vous pouvez vous inspirer ou créer vos propres actions de sobriété. On vous laisse à présent la parole. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions via le chat. Moi, j'en ai relevé une pour toi, Barbara, et deux à mon attention. La première, Barbara, c'était une question qui était de ce que la sobriété pouvait apporter de différent par rapport à d'autres démarches, telles que ce qui a été cité dans le chat, c'est la question de Citergy. Alors, donc le dispositif Citergy aborde déjà un petit peu la question de la sobriété énergétique, notamment par les usagers des bâtiments publics. Mais à mon sens, la démarche Citergy, elle reste quand même très rénovation des bâtiments publics. Elle ne va pas sur le champ de la mobilité, du développement des plans alimentaires territoriaux, de la réduction de la possession ou de la consommation de biens matériels. Ça reste quand même très bâtiment public, très performance énergétique. Il y a quand même une petite dimension sobriété, même si à mon sens, on pourrait aller plus loin en explorant des questions comme celle voilà, de l'impact que pourrait avoir, je sais pas, le télétravail sur la consommation énergétique des bâtiments, la mutualisation des espaces aussi, qui sont peut-être des questions qui ne sont pas encore assez poussées, à mon sens, dans le référentiel Citergy. Voilà, ce serait vraiment intéressant de replacer les cibles Citergy avec un regard sobriété, sur le côté aussi réorganisation collective, réorganisation, enfin poser la question du temps, la question de la mutualisation, enfin voilà, et aller peut-être un petit peu plus loin là-dessus pour être vraiment dans une pleine démarche de transversalité. Une question-remarque qui a été formulée, c'était comment est traitée la question du secteur privé dans nos démarches de sobriété, et notamment dans le cadre du plan climat. Il faut savoir qu'il y a eu un atelier dédié dans le cadre du plan climat où Barbara a animé un travail sur la question de la sobriété, où on avait
un public visé qui était nos acteurs économiques et représentants du monde économique qui ont été invités. Et après, au-delà, au niveau du plan climat, on a un axe qui est dédié à la question économique, et notamment des nouveaux modèles économiques. Et après, ici, un peu distillé un peu dans tous les axes du plan climat, on a également des actions envers le privé, et notamment des actions de sobriété. Par exemple, l'axe 1 du plan climat concerne tout ce qui est le champ de la maîtrise de l'énergie. Et donc, on a visé des actions de sobriété en faveur des entreprises. Dans l'axe relatif à l'aménagement et à la mobilité, qui est l'axe 2, on a des actions qui sont liées mobilité et sobriété, par exemple tout ce qui est plan de déplacement entreprise, tout ce qui est développement du covoiturage, mais également tout ce qui est pratique de coworking et de télétravail qui sont incités. Et donc, effectivement, on a peut-être, et ça rejoint une autre question, on a beaucoup parlé de politique publique, mais on nous pas soit les autres publics, ça peut être les entreprises, les enseignants, les habitants, ou soit c'est par l'action publique qu'on va essaimer et développer des actions qui vont permettre d'intégrer et de mobiliser ces différents publics. Sur la question du privé, alors là, voilà, peut-être que vous avez vu passer cette étude qui a été réalisée par Carbone 4, qui essaye d'évaluer en fait un petit peu la part entre guillemets de responsabilité, d'engagement entre l'individu, les collectivités publiques et le secteur du privé dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc ils estiment que voilà, en étant individuellement très sobre, en ayant des pratiques extrêmement vertueuses d'un point de vue environnemental, on pouvait dire que l'individu pouvait faire 25% du travail, et les 75% autres reposaient à peu près à moitié-moitié sur les institutions publiques et sur les entreprises. Je pense qu'à l'heure actuelle, voilà, dans des démarches de plan climat, des démarches territoriales, les collectivités, des institutions comme le SCOT ou les ADEME en région peuvent également accompagner les entreprises à se saisir de ces questions-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, à l'heure actuelle, se posent aussi la question de leur rôle dans la transition, et puis également de vulnérabilité aux fluctuations du prix de l'énergie, qui peut-être les amène aussi à bouger sur ces questions. Nous, on a la chance en région d'avoir des dispositifs qui ont permis de mettre autour de la table aussi bien collectivités et entreprises. On a une mesure, enfin une politique qui est impulsée par le Conseil régional de troisième révolution industrielle, qui fait qu'on a peut-être déjà des cadres ou des instances où on peut discuter des questions d'énergie, même si ça reste très, très efficacité énergétique et pas assez sobriété à mon sens, mais on a quand même déjà des instances et des endroits où le secteur public peut rencontrer le secteur privé et justement impliquer les entreprises dans les démarches de transition territoriale. Remarque qui a été formulée dans le chat, c'était dommage qu'on parle de sobriété énergétique alors qu'on parle de sobriété dans tous les domaines. C'est vrai que le travail qu'on a engagé avec Virage Énergie depuis 2 ans avait pour vocation de traiter la question de la sobriété énergétique. C'était comme ça qu'on l'entendait et qu'il a été signé avec Virage Énergie dans le cadre de conventions de partenariat. Les travaux qu'on a menés et le partenariat qu'on a mené, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en fait on est sur une démarche de recherche-action, c'est-à-dire que autant Virage Énergie apporte son expertise sur la question de la sobriété énergétique, autant le SCOT du Grand Douaisis, à travers son plan climat et son SCOT, également aide Virage Énergie à avancer sur ces questions de sobriété. Alors effectivement, au tout début du plan climat et pendant un grand temps, on a beaucoup travaillé sur cette question de sobriété énergétique, je dis bien. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a quelques mois de cela, quelques semaines, en rédigeant le plan climat, c'est-à-dire quand on a été dans les mains, dans le cambouis, dans la rédaction du plan climat, et notamment nous, au niveau du Grand Douaisis, on a pris un gros parti pris qui était de dire que finalement, la sobriété énergétique, c'était un type de sobriété et que finalement, il y en avait d'autres sobriétés. Et donc, c'est vrai qu'on a pris alors c'est un petit jeu de mots, mais on a pris un petit virage il y a quelques semaines de cela pour dire que finalement, nous, on considérait qu'il ne fallait pas faire de la sobriété énergétique, il fallait en faire, mais il fallait aussi travailler sur les autres types de sobriété. Donc, effectivement, la présentation qui vous a été présentée aujourd'hui, et on s'en excuse, mais elle abordait fortement la question de la sobriété énergétique, mais les travaux qu'on aborde aujourd'hui sur la question de sobriété de manière large
son balbutiement. Ça fait que quelques semaines qu'on travaille sur ces questions de manière plus large sur la sobriété. Peut-être sur l'adaptation. Sur l'adaptation, comment aller considérer? Alors, il faut savoir que, alors vous avez mis adaptation au changement climatique. Il faut savoir qu'au niveau du SCOT du Grand Ouaisis, on a lancé, élaboré et finalisé en 2017 une étude prospective d'adaptation à la fois au changement climatique et à la raréfaction des ressources, donc à la fois hausse du prix de l'énergie, mais également raréfaction des matières premières, comment on va s'approvisionner en termes de matières, et ce dans tous les champs d'activité, notamment les champs économiques. On a pris un parti pris en 2017, c'était de dire que nous, on ne souhaitait pas s'adapter que seulement à la question du changement climatique, mais adapter le territoire à toutes ces vulnérabilités. Et donc, on a couvert le champ énergétique et matières premières, ressources dans l'agriculture, dans l'industrie automobile, également dans tout ce qui est métallurgie. Et effectivement, aujourd'hui, la question de l'adaptation est donc considérée de manière large au niveau du plan climat, avec un axe qui est dédié, donc l'axe 5 qui s'appelle adapter, séquestrer, compenser, où là, on a mis des actions pures d'adaptation. Notamment, vous aviez cité la question de la consommation d'eau. Effectivement, on a 2 fiches actions sur la question de l'eau au niveau du plan climat, qui est une fiche action sur la quantité et une autre sur la question de la qualité. Et à chaque fois, sur ces 2 fiches, on a révélé les co-bénéfices en termes de sobriété. Voilà. Et après, au niveau de l'adaptation, comme on l'aborde de manière transversale dans tous les angles du plan climat, la question d'adaptation et de sobriété est également intrinsèquement liée, et ce, dans toutes les fiches actions du plan climat. Sur la question de l'eau, il faut savoir que le territoire du Douaisis, c'est un territoire qui s'est construit beaucoup autour de l'eau, notamment une rivière qui s'appelle la Scarpe, qui a vraiment été à l'origine de la création de la ville de Douai. Et qu'il y a des structures sur le territoire qui travaillent vraiment sur cette question et qui sont même pilotes en France. Il y a une structure qui s'appelle l'Adopta, qui est vraiment à la pointe sur les techniques de gestion des eaux de pluie et de gestion des inondations. Donc c'est vrai que cette question-là, elle est plutôt bien traitée sur le territoire. Et que sur les questions plutôt de sobriété liées aux questions de l'eau, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément intégré dans la trajectoire d'atteinte de la neutralité carbone, mais c'est un élément qui est bien présent dans le plan climat. Des questions sur la compensation et la séquestration, effectivement, donc c'est les paliers numéro 2 et 3, si je puis dire, de notre trajectoire de neutralité carbone. Donc, pour rester dans la logique, d'abord, il faut séquestrer, donc il faut adapter et faire évoluer nos capacités de séquestration. Alors oui, il y a des actions de séquestration qui sont lancées au niveau du bassin minier, au niveau sur le territoire. Elles ne sont pas à visée séquestration, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt, on est aujourd'hui sur des politiques de plantation d'arbres ou des politiques de préservation des terres agricoles ou des terres liées à la forêt ou aux zones humides, dans un souci de préservation et de maintien des terres et des paysages. Elles n'ont pas donc une visée de séquestration, mais il va falloir quand même qu'on se pose la question de replanter, reboiser certaines parties du territoire pour augmenter notre capacité de séquestration. Et en termes d'action de compensation, aujourd'hui, on a une fiche action qui est dédiée dans le cadre du plan climat, dans son axe 5. On n'a pas aujourd'hui visé d'action spécifique. Pour nous, la compensation, c'est en ultime recours, c'est-à-dire il faut viser la question de la compensation pour réduire les émissions résiduelles. Alors bien sûr, on ne va pas attendre 2048 pour lancer les questions de compensation. Aujourd'hui, on n'a pas visé non plus quelles étaient les actions, quelles thématiques elles pouvaient viser. En tout cas, ce qui a été décidé, c'est que c'était en dernier recours et qu'elle se ferait d'abord prioritairement en local et de manière concentrique de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur des actions de compensation et donc financières de soutien de projet à l'échelle locale. Puis après, on ira un peu plus loin en dehors de nos frontières régionales, français, et après en ultime recours, mais vraiment en ultime recours sur l'international. Mais c'est vrai qu'une fois que le plan climat sera arrêté et adopté, c'est un des chantiers qu'on devra travailler avec les acteurs du territoire, c'est comment et quelles actions de compensation on peut développer localement. Sur la séquestration, il y a énormément de choses à faire. Il faut savoir que l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, c'est la région la moins boisée de France. Ça s'explique notamment par la grosse activité minière et industrielle qu'il y a pu avoir dans la région et qui est encore à certains endroits. Donc c'est vrai que dans le bassin minier, il y a un vrai enjeu autour de la constitution d'espaces de nature, d'espaces de tourisme aussi, de tourisme d'activités sportives de plein air,
de développement d'espaces de nature, pour également améliorer voilà, la qualité de vie des habitants, mais aussi le cadre de vie des habitants. Voilà, on peut citer des démarches comme la démarche la chaîne des terrils, hein, qui est une démarche de développement d'un parc naturel, hein, sur les anciens voilà, les terrils, hein, qui sont les tas de résidus de charbon qu'on a un petit peu partout dans la région. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et puis, on a aussi beaucoup de friches industrielles qui, pour certaines, sont extrêmement polluées et sur lesquelles on ne pourra jamais rien faire. Donc là aussi, une vraie opportunité de planter. Et puis, un foncier disponible pour ça. Alors, Isabelle, sur la compensation. Pour l'instant, non, c'est vrai que la question de la compensation, alors effectivement, on pourrait me dire, vous avez arrêté un projet de territoire et un projet de plan climat avec la question de la compensation et tous les champs n'ont pas été investigués. Oui, effectivement, on a encore du travail une fois que le plan climat sera arrêté, adopté, mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir poser les bases d'une stratégie et après évoquer sa phase de mise en œuvre et rentrer dans le concret. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que la génération donc, de plan climat qui est en train de sortir, là, n'est pas obligée d'être neutre en carbone. Tu peux peut-être dire quelque chose là-dessus, sur le choix qui a été fait. Quand vous regardez le texte de loi, quand vous regardez les portées à connaissance qui nous ont pu être transmis par les services de l'État, à aucun moment on parle de neutralité carbone, encore moins de séquestration et de compensation. D'ailleurs, il va falloir engager également un travail de sensibilisation, d'acculturation et d'outillage sur ces nouvelles thématiques et ambitions. Aucune obligation nous est faite sur ces questions de séquestration, compensation et donc de neutralité carbone. C'est un vrai choix qui a été fait au niveau des élus du territoire du Grand Douaisis de se mettre la barre un peu plus haute, enfin pas beaucoup plus haute, mais parce qu'on est conscient des enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui. On a des enjeux à la fois de qualité de vie, de cadre de vie, des enjeux de santé, notamment de santé environnementale. On a fait en 2018 un schéma de santé qui a permis de révéler les liens entre santé et politique d'aménagement. Donc, on est conscient des enjeux de l'urgence auxquels on doit faire face. Et donc, alors vous me direz, alors certains pourront me le dire, hein, l'ambition est trop forte. Elle est trop dans un laps de temps trop court, effectivement. Alors, on peut partir d'une vision pessimiste, mais dans ce cas-là, que nous reste-t-il, quoi? Si on reste sur une vision pessimiste, on arrête tout et puis on reste chez soi dans un bunker et on attend que ça passe. Là, l'idée, c'est de lancer une stratégie, des ambitions, avec un programme d'action, une trajectoire qui permet d'y arriver. Et l'idée, c'est donc de lancer le mouvement, lancer la mise en œuvre, mettre tout le monde sur le tapis et que tout le monde s'engage dans cette trajectoire, ce nouveau récit. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai une question, pouvez-vous nous donner plus d'infos sur le dispositif qui a permis de faire se croiser le secteur privé avec les collectivités autour des questions d'énergie? Donc ça, c'est la démarche de troisième révolution industrielle qui a été impulsée par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais autour des années 2012-2013 avec la Chambre de commerce et d'industrie. Donc l'objectif, ça a été de demander l'aide de Jérémy Rifkin, donc, qui est théoricien de cette théorie de la troisième révolution industrielle. Théorie qui voudrait que le développement massif des énergies renouvelables et des nouvelles technologies liées notamment à Internet permettent de couvrir l'intégralité des besoins en énergie du territoire. Donc avec un vrai besoin de faire travailler ensemble territoire, entreprises, laboratoires de recherche pour arriver à développer les dispositifs techniques qui pourraient permettre ces économies d'énergie. Faut être honnête et dire que dans la démarche de troisième révolution industrielle, la place de la sobriété et même la place du citoyen d'une manière générale a été, en tout cas au démarrage, éludée. C'est en train de changer, parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait être mal perçu de mener des politiques sans impliquer le citoyen et puis sans intégrer la dimension humaine.
Et donc, bon, voilà, le dispositif fonctionne, voilà, malgré la fusion des régions et le changement de majorité régionale, le dispositif troisième révolution industrielle est resté. Donc maintenant, ça s'appelle REF 3. Donc c'est toujours coporté par le conseil régional et puis par la chambre de commerce et d'industrie. Et donc, bah, comment dire, les recherches, les instances, les espaces de dialogue demeurent. On a bah voilà, des territoires qui sont soutenus financièrement par le conseil régional et des entreprises pour développer voilà, pour développer certains types d'énergie renouvelable, pour développer des dispositifs de systèmes électriques énergétiques intelligents, développer des démarches territoriales qui vont dans le sens de la troisième révolution industrielle. Alors après, c'est pas forcément la transition énergétique comme nous on l'entend d'un point de vue d'une association qui travaille sur la sobriété énergétique ou vu d'un territoire qui travaille sur les questions climatiques. Cependant, ça a vraiment le mérite d'avoir mis autour de la table et d'avoir mis en mouvement le secteur public et le secteur privé en région Hauts-de-France. Et ça c'est quand même pas rien. C'est vrai que nous, de notre côté, on a beaucoup travaillé avec la question des élus, on a tenté quelques actions avec les habitants. Et aujourd'hui, on va lancer le chantier de la mobilisation des acteurs privés. On l'a déjà lancé, on a organisé des premières actions en septembre dernier. Et c'est vrai que si REF 3 a des particularités, des partis pris assez forts, ça nous permet, nous, de surfer sur la vague et de pouvoir mobiliser les entreprises via ce dispositif qui a été mené à l'échelle régionale. Oui, et où il y a des fonds aussi. Hein. Enfin, il y a un soutien financier qui est quand même pas négligeable. Alors, il y avait une dernière question. Tout un commentaire donc, sur la... Donc, un commentaire, je pense qu'il est en effet crucial que les territoires prennent en considération le potentiel de séquestration de leur territoire dans le cadre de leur PCET. Ce serait ignorer un atout majeur dans certains cas que d'ignorer ce potentiel et ne penser qu'aux mesures correctives. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas faire un plan climat que sur des actions de correctifs, c'est-à-dire attendre que ça nous qu'on prenne ça en pleine face. Aujourd'hui, il faut anticiper, et ce pour plusieurs enjeux, pour le territoire, pour son attractivité, pour son développement économique, mais également pour son cadre de vie et pour les générations futures. Il en va de soi. Donc du coup, Adrien rebondissait sur donc le fait que les villes tout seules ne pourraient pas atteindre les niveaux de séquestration nécessaires pour couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre, et donc il fallait collaborer avec les territoires ruraux et extraterritoriaux. Alors peut-être voilà, Capucine, comment toi tu vois ça? C'est vrai qu'effectivement, il y a une complémentarité, si je puis dire, urbain, périurbain, à retrouver, notamment sur ce champ de la séquestration carbone, mais sur d'autres champs également. On l'a démontré, notamment sur la question des ENR. Ouais, là-dessus, je peux vous renvoyer, je vous renvoie vers les travaux du Clerc, qui a sorti une petite publication sur les contrats de réciprocité, sur les rapports urbains-ruraux, qui sont juste primordiaux en fait dans la transition énergétique. C'est vrai que ce soit pour production d'énergie renouvelable, pour production alimentaire, et puis émissions de gaz à effet de serre, séquestration, adaptation. Tout à fait. Effectivement, on ne peut pas raisonner aujourd'hui de manière cloisonnée géographiquement en disant les villes urbaines sont responsables de ça, donc c'est à eux d'engager les actions. Alors déjà, on ne peut pas réfléchir comme ça, et puis de toute façon, ils ne pourront pas trouver leur solution propre. Aujourd'hui, il y a une vraie question à la fois de transversalité pour moi des thématiques à aborder, mais également une transversalité, si je puis dire, territoriale, complémentarité territoriale à retrouver ou à créer. Elle peut être aussi à créer, surtout nous sur des nouvelles collectivités qui se sont créées avec la réforme territoriale. Nous, sur le territoire du Grand Ouaisis, on a la chance d'avoir une géographie un peu contrastée, c'est-à-dire qu'on a la présence de plusieurs milieux géographiques, plusieurs identités paysagères également. On a certes une couronne de bassins miniers qui est importante, mais sur ces franges nord et sud, on est sur des territoires plutôt périurbains, à forte qualité paysagère et environnementale, avec des espaces naturels et protégés qu'il faut développer, conserver, maîtriser. Et c'est vrai que du coup, il y a une complémentarité du territoire à retrouver, mais effectivement, en plus, chacun des territoires a leurs propres problématiques. Alors certes, le milieu urbain n'a pas beaucoup de capacité de séquestration, mais par exemple, les milieux plus périurbains, eux, doivent faire face à
à des densités qui sont de plus en plus fortes, ou de volonté d'habitants d'avoir des services plus importants, avec des mobilités fortes de ces personnes, puisque en fait la question de la mobilité dans ces territoires est plus complexe à appréhender en termes de transport en commun. Donc sur tous les sujets, pour moi, il n'y a pas de cloisonnement géographique à avoir, il faut travailler de manière transversale et avec tous les acteurs du territoire. Et je trouve quand l'État, alors c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, je trouve que les lieux comme les SCOT sont l'instance qui peut permettre de régler des sujets en termes de transition économique, environnementale, écologique, climatique et sociétale, puisque à SCOT, on a tous les outils, toutes les clés pour un aménagement de demain. C'est celui qui va définir les différentes politiques publiques dans 20 ans, quoi. Quand on parle de SCOT, on parle de politique d'aménagement, de choix d'implantation, de zones d'activité, on parle de mobilité, et en plus il y a des impacts à la fois sur les PLH, sur les plans locaux d'urbanisme, sur les PUI pour certains territoires. Donc effectivement, jouons le carte plutôt de la complémentarité, et puis travaillons ensemble sur tous les champs auxquels on doit faire face aujourd'hui, et sans prendre pas non plus de parti pris en tant que champ thématique. Lançons les sujets, travaillons positivement, lançons le mouvement, et puis travaillons de manière collective et collaborative. Oui. Alors la publication du CLER, elle s'appelle Nouvelle solidarité urbain-rural, et Nouvelle solidarité donc au pluriel. Vous tapez Nouvelle solidarité urbain-rural sur votre moteur de recherche et vous tombez dessus. Donc c'est lié notamment au tout le travail que peut faire le réseau du CLER sur les territoires à énergie positive, les TEPOS, où là aussi le besoin de nouvelles instances de dialogue entre les territoires urbains, ruraux, et puis la question de la gouvernance aussi, elle se fait très forte. Et donc eux ont exploré, donc c'est une petite publication d'une vingtaine de pages, donc c'est des retours d'expérience sur des échanges qui ont pu se faire entre des territoires urbains, ruraux, que ce soit sur l'énergie, sur la planification, également sur de la mutualisation, sur du co-investissement. Enfin voilà, je pourrais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien. Quelqu'un l'a mis ? Ouais, quelqu'un l'a partagé sur le chat. Ouais. Voilà, et d'une manière générale, c'est vrai que ces sujets-là, est-ce qu'on peut parler de réciprocité urbain-rural ? C'est des choses qui sont vraiment en train de monter, qui sont également assez importantes dans une période où on peut être en train de remettre aussi en question le modèle d'aménagement du territoire dans lequel on est, le phénomène de métropolisation où toutes les richesses, toutes les ressources, etc. ont tendance à être concentrées à certains endroits, ce qui fait qu'on se retrouve avec des déserts médicaux, des endroits où c'est extrêmement compliqué de trouver du travail, et également avec des crises comme la crise des Gilets jaunes. Donc c'est des sujets qui sont en train de monter. Et sur la question spécifique de l'énergie et du climat, j'estime qu'à l'heure actuelle, le CLER, c'est vraiment l'endroit où il se passe le plus de choses, le plus de réflexions. Ils organisent assez régulièrement des réunions, des colloques sur ce sujet-là. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à surveiller de près ce qui peut se faire au niveau du CLER. Une question pour Barbara sur la question de la sobriété et sur la consommation électrique, quelles actions on peut engager ? Alors, quelles actions de sobriété sur la consommation électrique ? Baisser le chauffage électrique pendant la plante hivernale, décaler dans le temps son lave-linge lorsque l'électricité est moins tournée, etc. Virage Énergie ne travaille pas directement sur... oui et non, et puis sur sur les actions de sobriété à l'échelle individuelle. Là-dessus, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Je pense notamment aux espaces Info Énergie qui sont le guichet de conseils sur les travaux de rénovation énergétique, et qui ont également tout un volet de conseils aux bonnes pratiques énergétiques entre guillemets. Je pense à des choses comme les familles énergie positive, donc qui s'appelle maintenant le défi déclic, qui vient de changer de nom, qui là aussi est un concours de sobriété qui va vous permettre d'avoir quelques idées d'actions de sobriété électrique énergétique dans l'habitat. Quelle action de sobriété sur la consommation électrique ? Alors, sur le chauffage, je dirais que c'est quand même un peu le grand drame qu'on a en France, d'avoir un parc de logement qui est très fortement équipé de chauffage électrique, qui, on le sait, si les bâtiments ne sont pas parfaitement isolés, est un moyen de chauffage qui est quasiment
très inefficace, qui est très très inefficace. Donc peut-être déjà voilà, travailler sur les questions de rénovation et de changement de mode de chauffage. Après, le conseil que je peux vous donner, qui est celui de l'ADEME, de mettre le radiateur pas plus haut que 19 degrés et puis de mettre des pulls, parce que en fait, finalement, la sobriété, c'est ça aussi. La sobriété, elle interroge les normes de confort. Et c'est des choses qui sont assez intéressantes. De voir aussi, voilà, qu'est-ce qu'on définit comme le confort. Est-ce que c'est 19 degrés avec un pull ou est-ce que c'est 21 degrés ou 22 degrés en t-shirt, quoi. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut réinterroger. Après, voilà, il y a plein d'autres astuces. Mettre un couvercle sur votre casserole, débrancher vos appareils, enfin, ne pas les laisser en veille, tout mettre sur des multiprises. Il y a la question du numérique aussi, qu'on n'a pas traité là, mais qu'on se pose aussi. Enfin, sur les questions de sobriété numérique, d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir. D'éteindre systématiquement sa box, de ne pas faire charger son portable ou son ordinateur la nuit, quand on sait qu'au bout d'une heure, c'est bon, ça va être rechargé et que ça va tourner dans le vide pendant 7 heures. Voilà, enfin, au niveau de l'habitat, je pense que voilà, on peut trouver assez facilement des choses, entre guillemets, des bonnes astuces. Là où c'est plus compliqué, c'est à des échelles plus globales où il faut totalement réinterroger la façon dont fonctionne notre société, finalement, c'est ça. Notre modèle d'aménagement. Et donc, du coup, ça me fait rebondir sur la question de Dominique T. Sobriété et croissance, est-ce compatible? Ça dépend ce qu'on entend par croissance. Moi, j'ai envie de dire croissance de la qualité de vie, oui. Croissance économique, oui aussi. Alors après, moi, personnellement, une croissance infinie dans un monde fini, j'y crois pas. Donc à un moment, faudra se poser la question de est-ce que le défi climatique qui est face à nous nous permet de rester dans un modèle avec une croissance à 1%, 2%. Ça, c'est une vraie question qui se pose. Après, c'est la façon dont on arrive à se projeter dans ce modèle-là. Ce que je peux vous dire, c'est que la sobriété est très certainement créatrice d'emplois. Ça, c'est clair qu'en relocalisant, il y a énormément d'emplois qui pourraient être créés, de valeur aussi. Voilà. Est-ce que c'est la valeur financière qui est la plus importante ou est-ce que c'est la valeur humaine? Est-ce que c'est les questions de niveau de vie, de santé? Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à se poser. Je sais que voilà, on peut aussi parler des questions j'aime pas beaucoup ce terme, mais de pouvoir d'achat. En fait, un pouvoir d'achat, c'est quoi? Est-ce que c'est consommer? Est-ce que c'est avoir accès à certains services? Ça, c'est des choses aussi qu'il faudrait qu'on remette à plat, savoir vraiment ce qu'on met derrière ça. La place de la consommation aussi dans nos vies, qui sont des choses, qui sont des débats qu'on devrait avoir d'une manière générale dans nos sociétés. Alors, il y a une remarque d'Adrien. Il serait utile de réaliser des défis déclic, mais à l'échelle des immeubles, afin de fédérer les habitants autour de la nécessité de rénover ensemble leurs immeubles. Alors, le défi déclic, on vous invite à vous mettre par équipe. En général, vous ne le faites pas de manière individuelle. Donc, c'est vrai que ça peut être l'occasion d'aller voir vos voisins et entre copropriétaires dans une résidence ou voisins locataires, de vraiment vous atteler à ce chantier de la question énergétique. Après, la difficulté qu'on a sur la rénovation énergétique dans les copropriétés, c'est que en général, les copropriétés, c'est compliqué, ça peut être long. Et puis, il y a toujours la question aussi de la place des locataires dans ces projets-là. Donc, là aussi, il y a des espaces info-énergie qui travaillent sur ces questions, mais malheureusement, les choses ne vont pas assez vite. Mais sur des clics, oui, vous pouvez vous mettre en équipe et justement mener ensemble des actions de sobriété. Alors, Adrien qui nous dit « Quand éteindre Netflix pour une soirée jeu de société lorsque les centrales charbon tournent à plein régime ?» Oui, effectivement, c'est aussi une action de sobriété. Voilà, c'est tout à fait. Là-dessus, je vous renvoie aux travaux qui viennent d'être faits par le Shift Project, qui a essayé d'évaluer en termes de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre différentes activités que vous pouvez avoir sur le web, que ce soit de regarder une série sur Netflix ou une vidéo sur YouTube ou juste de surfer sur des pages lambda. L'impact n'est pas du tout le même. Là aussi, mettre en avant le travers du numérique qui est de totalement dématérialiser les choses, alors qu'il ne faut pas oublier que le numérique, ça repose sur des matières, sur des data centers qui tournent, qui sont alimentés par l'électricité, par l'énergie, sur des matières premières qui servent à constituer les ordinateurs, à constituer les serveurs qui tournent et qu'on a tendance à oublier de plus en plus. Donc là aussi, utiliser le numérique, les technologies de manière intelligente et raisonnée.
Avez-vous étudié la notion de croissance de l'économie de la connaissance qui s'affranchit des ressources matérielles? Non, j'avoue que c'est un sujet sur lequel nous n'avons pas encore été, mais oui, votre remarque est très intéressante. D'une manière générale, on est assez à l'affût hein, comment dire, voilà, de nouvelles réflexions qui peuvent se faire d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal. On avait voilà, bien identifié hein, les travaux qui peuvent être faits à l'heure actuelle sur les nouveaux indicateurs de richesse. Mais c'est vrai que le domaine de l'économie de la connaissance, on n'a pas forcément traité, que ce soit au sein de Virage Énergie, mais même dans le PCAET. C'est des sujets encore très émergents. Merci Anne qui nous met le lien de l'étude pour une sobriété numérique du Shift Project. Ce webinaire arrive à sa fin, hein, il est bientôt 15h30. Donc vous pouvez voilà, retrouver pas mal d'informations sur nos sites internet respectifs et puis là vous avez nos coordonnées, nos mails, nos téléphones. Si vous avez voilà, des questions, besoin de précision, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on reste à votre disposition si vous souhaitez qu'on vous représente de manière plus précise notre partenariat ou les actions qui en découlent. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, on reste disponible soit par mail, soit par téléphone. Voilà, donc du coup, vous pouvez télécharger directement la présentation depuis votre espace Webikeo. Donc voilà, le salon virtuel vous permettra d'échanger avec des exposants le 28 novembre, comme vous voyez à l'écran. Et puis on vous demandera également une petite évaluation. Alors c'est pas nous, hein, c'est l'organisateur, mais voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne. Un pop-up à la fin de cette conférence auquel vous devez prendre part et autoriser votre navigateur pour vous exprimer. D'accord, donc ne vous déconnectez pas trop rapidement. Également, une enquête vous sera envoyée apparemment par mail courant dans la semaine pour évaluer la webconférence. Voilà, et puis pour savoir si du coup une deuxième édition aura lieu l'an prochain. Voilà. Nous vous remercions et puis nous vous souhaitons une bonne après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.